C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno animée par moi-même, Alain McKenna et Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Monsieur McKenna, content de vous parler encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait côté météo? Ah, il fait la mi-avril, je te dirais, hein, n'est-ce pas? On dit toujours en avril, puis c'est une expression tellement éculée, mais faut pas se découvrir ne serait-ce que d'un fil. Oui, surtout si c'est c'est un fil USB. Mais oui, exactement, parce que... Oh, belle liaison ici. Oh, bon. Parlant de techno, on a des partenaires pour cette superbe balado techno, Pascal. Nos partenaires pour 2024, TELUS, Plan Hub, Hello Darwin, merci. On a aussi nos commanditaires pour les entrevues, l'hébergeur québécois Planet Hoster, avec qui on va parler dans quelques minutes. Puisque depuis qu'on en parle, on les reçoit, oui, on va pouvoir parler des enjeux, de c'est quoi un hébergeur exactement, quel service on doit s'attendre de notre hébergeur. Chose, effectivement. Et puis, si on veut, on peut aussi parler tout de suite d'Hello Darwin, qui est le Tinder pour trouver des fournisseurs pour les entreprises. Hello Darwin, c'est une compagnie qui se spécialise dans l'obtention de subventions pour sa transformation numérique dans son organisation. C'est partout au Canada, au Québec, dans le monde entier. Demandez-leur, essayez ça. Si vous avez besoin d'aide financière et qui n'en a pas besoin pour les projets d'évolution numérique, Hello Darwin va vous aider à trouver toutes les subventions auxquelles votre entreprise a accès, va travailler avec vous pour trouver les bons partenaires, les obtenir facilement et en plus de vous apporter le soutien et les partenaires, encore une fois, nécessaires pour l'exécution de vos projets. C'est la référence dans le domaine pour les projets de développement numérique. hellodarwin.com, allez-y dès maintenant, peut-être après le podcast, hellodarwin.com ou peut-être maintenant et écoutez le podcast en même temps. Ben oui, je vais faire un petit appel de service avant de partir à la machine, Pascal, parce qu'il y a des gens qui nous ont écrit, puis c'est pas entièrement faux, c'est pas faux du tout. On a eu des hauts et des bas sonores dans les derniers épisodes. On travaille là-dessus. On est en train de simplifier nos logiciels d'enregistrement et de transvasage, transversement. On va trouver un verbe, on va l'inventer le verbe, mais de livraison de notre contenu vers les plateformes balado. Et effectivement, il y a des moments où la petite jingle d'entrée de segment est plus fort que nos voix. Pourtant, moi, ça sonne comme une tonne de briques ici, Pascal, mais effectivement, on va faire attention pour essayer d'ajuster ça. Donc, pour les gens qui trouvaient que... Écoutez, ça fait 9 saisons qu'on fait une tasse de tech, je veux dire. Oui. Saison 2, à un moment donné, on faisait avec des micros dans un café à Montréal où, par erreur, on a écrasé, j'ai appuyé, j'avais du talon là avec une botte, j'avais écrasé un bout du fil, l'espèce de connecteur qui avait fait que l'entrevue avec une personne très intéressante par ailleurs sonnait comme une radio AM des années 1960. On fait du progrès malgré tout, je vous le dis. Et merci d'être avec nous. Cela dit, on est très, très heureux. Ça veut dire que si vous nous écoutez malgré que le son est pas terrible, ça veut dire qu'on doit dire quelque chose qui a du bon sens. On va le prendre de ce côté-là pour le positif. Parlant de choses qui ont du bon sens, on a un gros show. On va parler de plein de choses, notamment un téléphone plate, qui est peut-être en fait le téléphone le plus rigolo de l'année, là, qui est signé Heineken, rien de moins. Téléphone plate qui, vous aurez compris, vient d'un brasseur. Donc, l'idée, c'est la modération, des fois peut-être meilleur goût. Vous voyez ce que je veux dire? TikTok s'attaque officiellement à Instagram et ça commence au Canada. Ça, c'est quand même pas rien. Il va être question de Bitcoin parce que pourquoi pas? Il y a toujours question de Bitcoin quelque part dans le monde. Pascal, tu as essayé des écouteurs Anker pour le sommeil qui semble tout à fait intriguant. J'ai de mon côté un hub pour la maison connectée qui se veut universel et qui est prêt pour les technologies de demain. Parce que oui, il y en a comme 36 millions de technologies de maison connectée. Et ce hub-là veut toutes les réunir en un seul et même appareil, y compris Matter et y compris Threads, l'espèce de sous-patente de Matter. Et là, je vous dis des mots que s'ils ne vous disent rien, c'est correct. On en parle tantôt, on va vous expliquer tout ça. Mais c'est tout à fait normal parce que c'est encore pas tout à fait officiellement, vraiment, complètement, totalement en marché. Et voilà. Ah, mon Dieu, la technologie n'arrête pas d'évoluer. D'ailleurs, parlant d'évolution, on a ajouté un petit segment à notre balado que j'aime de plus en plus qui parle les choses sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas? Tel un boost de caféine, appelons ça de nos espressos de tech. Et ça commence avec un nouveau jeu, Once a Tale, Once Upon a Tale, comment ça s'appelle ça, de Carcajou Games? Once a Tale, c'est un jeu, écoute, c'est drôle, tu parlais de courriel qu'on reçoit des gens, il y a des gens qui nous proposent des sujets, et j'ai trouvé ça très drôle, c'est la compagnie Carcajou Games qui lance un jeu demain qui s'appelle Once a Tale. Écoute, je l'ai pas essayé, il est lancé demain. Demain, le 19 avril.
Demain, 19 avril, Once a Tale, c'est une expérience solo qui établit dans un monde merveilleux où vivent des personnages de contes de fées. Le joueur contrôle Hansel ou Gretel, et Gretel, je ne sais pas si on contrôle les deux en même temps, pour résoudre des mystères et découvrir les secrets de l'endroit où ils ont été abandonnés. Le tout dans un style stop motion. Il paraît que ça demandait beaucoup de sculptures et de matériaux recyclés. Si ça vous intéresse, c'est un jeu québécois. Il va être disponible sur les plateformes de distribution Stream et compagnie, Steam et compagnie. Once a Tale, lancé demain. Bonjour aux gens de Carcajou Game qui écoutent peut-être le podcast. Parlez-leur, hein? Dites-leur. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Parlez-leur, qu'on a parlé de Once a Tale dans le podcast Une tasse de tech. Hey, parlant de plateforme et de jeux vidéo, il y a une nouveauté cette semaine qui est apparue sur l'App Store d'Apple, qui est quand même pas rien. Un émulateur de jeux rétro qui s'appelle Delta. C'est gratuit. Ça fait jaser beaucoup. C'est du jeu rétro, là. C'est toutes les plateformes Nintendo jusqu'à la Nintendo DS. Donc, il y a le Nintendo Entertainment System, le Game Boy, et toutes les autres générations. Il y en a comme 8, là. Je vous les ferai pas tous, là, mais vous voyez de quoi je parle. C'est gratuit. Ça vient d'être lancé. C'est intéressant. C'est le fun pour ceux qui s'ennuient des jeux. On peut jumeler à son téléphone un contrôleur avec ou sans fil, là, avec les iPhones plus récents, contrôleur USB-C, on a juste à brancher. Bref, on peut recréer avec les appareils, les accessoires modernes, le gaming du bon vieux temps. Ah, ben tu les as, voilà. Le NES, le Super NES, le Nintendo 64, Game Boy, Nintendo DS. Oui. Oh, et la Sega Genesis, j'avais pas vu celle-là. Ah, et même la Sega Genesis. NHL, it's a game, it's a pass. Mais oublie pas qu'il faut installer les petits ROM, il faut installer les fichiers. Ça, on dit pas d'où ils viennent. Il faut les trouver de sources. On peut laisse deviner que les jeux Nintendo, on en parlait la semaine dernière avec les gens de Behavior, hein. Il y a des gens qui produisent des jeux style Nintendo, qui produisent le ROM, le fichier ROM, qui est le fichier, le logiciel qui était avant sur des grosses cassettes en plastique et qui se trouve sur les intertubes. Donc, on vous laisse ça comme ça. Parlant de Bitcoin, on le disait tantôt, on va parler de Bitcoin. C'est maintenant ou jamais, Pascal. On parle de Bitcoin là. Là, maintenant, ça, il faut en parler de temps en temps, c'est amusant. Les bitcoins, dès le départ, dès leur création en 2008, ont été conçus pour être de plus en plus difficiles à créer, pour diminuer l'inflation. Ils vont devenir plus rares, plus difficiles à produire, plus coûteux à miner. Il va y avoir une limite de 21 millions de bitcoins qui vont être distribués dans le monde. Donc, encore une fois, après ça, il y en a pas plus. Ça devrait garder la valeur des bitcoins. Et là, ce qui se passe, c'est que on approche d'un événement de halving. Un événement où on va avoir 2 fois moins de récompenses. Les jetons. Exactement. 2 fois moins de récompenses quand on va miner un bitcoin. Au lieu d'en avoir 6, je crois qu'on va en avoir 3, quelque chose comme ça. Donc, du jour au lendemain, la génération des bitcoins va devenir 2 fois plus coûteuse. Pourquoi on parle de ça? C'est pas parce qu'on s'adresse particulièrement aux gens qui minent des bitcoins ou qui génèrent des bitcoins. C'est que, en général, historiquement, quand il y a eu des fusionnements, des fractionnements des récompenses offertes pour les gens qui créent des bitcoins, la valeur a augmenté dramatiquement. Lors du premier halving, la récompense a baissé, de 12,35 $ à 127 $ quelques mois après la première division par 2. Ensuite, ça a monté beaucoup comme ça. Et là, c'est rendu à presque 70 000. Ça a oscillé un peu, là. C'est autour, en américain, je crois que c'est 70 000, mais ça monte. Des sommets, ben oui, c'est ça. Presque 100 000 Canadiens, c'est arrivé. Fait que là, est-ce qu'on a déjà atteint un sommet? Ça va rebaisser. Certains analystes parlent de 40 000 comme valeur moyenne, mais il va peut-être avoir des gens qui vont faire fortune avec les bitcoins au cours des prochains mois. Peut-être des gens qui vont perdre énormément d'argent. Absolument, il y en a autant d'un côté que de l'autre. Hein. Ou même des fois, ce qui est triste, c'est qu'il y a plus de gens qui perdent de l'argent que de gens qui gagnent de l'argent. Ceux qui gagnent de l'argent en font beaucoup. Ceux qui en perdent pas beaucoup, mais beaucoup de monde en perd. On en entend moins parler, en tout cas. On en entend moins parler de ceux qui perdent de l'argent. Alors, regardez ça, vous allez entendre parler de Bitcoin au cours des prochaines semaines, des prochains jours. Voilà. J'ai hâte de voir si ça va changer quelque chose. Et si mes quelques dollars de Bitcoin que j'ai accumulés vont doubler de valeur ou quadrupler de valeur, vont valoir 10 millions de dollars. À suivre. Ne manquez pas ça, ceux qui ont des bitcoins. Je vais vous transporter en Chine, les amis, parce que Huawei a annoncé le Pura P70. Et là, vous dites, à quoi ça sert de parler de Huawei? Ils ne vendent pas de téléphone chez nous. Et vous avez en partie raison. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que Huawei est pas mal en avance sur bien des concurrents qui ne sont pas chinois, qui vendent leur téléphone chez nous. Mais comme ils sont bloqués, évidemment, on les a pas ici. Il y a une particularité du téléphone Pura P70. En fait, c'est une gamme de 4 appareils. Hein, on le sait maintenant, c'est la tendance. On lance un téléphone, puis il y a la version de base, Pro, Pro Plus et Ultra.
C'est la même chose avec le P70. Ce qui est particulier, c'est que c'est un téléphone qui se connecte au réseau 5G en Chine sans aucun problème, sans contrevenir aux règles imposées par les États-Unis. C'est 100% chinois la quincaillerie sous le capot. Donc, ce qui s'est passé, ce qu'on comprend, c'est que l'innovation chinoise qu'on pensait stopper aux États-Unis en bloquant l'accès au marché américain, aux technologies américaines, on a plutôt créé un monstre chinois parce que là, on a un appareil qui, au niveau performance, semble impressionnant et surtout a parce que c'est souvent comme ça qu'on le voit, a une fiche technique très spectaculaire. Un processeur qui est la gamme de processeurs Huawei, les Kirin, est rendu à sa 9e, je pense que c'est 9100 le numéro. Il est cadencé, c'est un processeur à 6 cœurs cadencé à 2,53 GHz. Qui est très performant, évidemment. Un appareil photo à 3 objectifs qui fait entre 12 à 64 mégapixels selon le style d'objectif que vous utilisez, là, parce que le capteur varie dans selon l'utilisation qu'on en fait, et peut offrir un zoom optique et numérique de 100x, donc comme les rivaux. L'appareil a un écran dont le taux de rafraîchissement peut passer de 1 à 120 Hertz, je crois, de façon ajustable ou automatique, là, selon le cas. Bref, une belle machine qui commence à un petit peu moins de 1000 $ canadiens, là, 760 $ américains, je pense, ou quelque chose comme ça. Il est vendu seulement qu'en Chine, devrait être vendu normalement en Europe aussi, déverrouillé et tout le kit. J'ai hâte de voir parce que un des problèmes, un des défis d'Apple, c'est de vendre plus d'iPhone en Chine. Le gouvernement chinois a décidé qu'il n'aimait pas les iPhones pour les fonctionnaires. Et de plus en plus, le marché chinois s'oppose ou se ferme aux produits qui ne sont pas des produits chinois. Donc, Huawei est en train de se créer une belle niche là-bas, à côté d'Oppo et de Xiaomi, qui sont deux marques qu'on connaît bien. Oppo, on la connaît ici à travers OnePlus, plus exactement. Mais clairement, il est en train de se créer une division des marchés entre la Chine et l'Occident sur l'appareil, sur la téléphonie mobile. Mais même les fabricants chinois qui ont été pénalisés par les États-Unis, semble-t-il, n'arrêtent pas pour autant de développer. Ils n'arrêteront pas. C'est une de leurs... un éternel dilemme, parce que... Oui. On aimerait savoir des machines performantes. Les Chinois en font des belles. On n'a pas accès comme consommateur, mais en même temps, il y a les enjeux géopolitiques, les enjeux aussi de propriété intellectuelle. Il y a plein d'autres questions qui sont à prendre en considération, mais qui rendent cette situation délicate. C'est comme ça. J'ai visité... je voulais juste mentionner, j'ai visité le campus de Huawei en Chine, qui est immense, c'est magnifique, c'est super beau. Et un des trucs qui m'a surpris, c'est qu'une de leurs mascottes ou de leurs symboles qui revenait, c'était un avion plein de trous dedans qui était revenu quand même. Donc, malgré que c'est une image célèbre de la Seconde Guerre mondiale, ils se sont rendus compte qu'en analysant les endroits, toute une histoire autour de l'avion, plein de trous dedans, qui est revenu quand même à sa base. Et c'est leur inspiration à Huawei. Les autres, ils disent que même si on se fait tirer dessus, on fait pareil. Fait que je suis pas étonné qu'ils soient si forme de résilience quand même. Compétitif par rapport à ça pour tenter non seulement d'arriver à égalité, mais de vaincre les téléphones qu'on leur oppose. Donc quand même, on va le dire franchement, un coup de pouce du gouvernement chinois. Oui, ça aide toujours. Plus, ouais. On parle pas de politique encore. On n'est pas rendu là. Et voilà. On va parler de TikTok, par exemple, qui a quand même son volet aussi très géopolitique, mais qui se lance dans la guerre, je sais pas qu'on peut dire ça comme ça, mais qui se lance vraiment dans la chasse au Instagram. Il y a une application, un sous-service, je sais pas quelle forme ça va prendre de TikTok, qui s'appelle TikTok Notes, qui s'en vient, qui va embarquer au Canada. Écoute, c'est un espresso de tech. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je l'ai pas essayé. Ça me tente pas de l'essayer. J'ai pas le goût de regarder ça non plus. TikTok, je vois le monde dans le métro, là, dans les transports en commun, hypnotisé par des images, mais complètement débiles. Ça me décourage, TikTok. TikTok lance quelque chose qui s'appelle TikTok Notes. C'est comme un Instagram associé à son compte TikTok. Donc, au lieu de publier des vidéos débiles, on va pouvoir publier des photos débiles avec du texte. C'est testé. Nécessairement des photos à la verticale ou on peut faire des photos à l'horizontale. Ben, c'est sûr, ça va être des photos à verticale. Voyons. Pourquoi tourner son téléphone d'un quart de tour? Bonne question. Fatigant. Pourquoi filmer correctement des scènes à l'horizontale quand on peut filmer de gauche à droite? Des photos. C'est testé en Australie et au Canada. C'est pour ça que j'en parle. C'est testé au Canada. C'est pas disponible dans le reste du monde. Alors, on est l'avant-garde des services TikTok. Essayez-le si vous êtes des TikTokers. Et si je dis n'importe quoi sur TikTok, vous pouvez m'écrire. Je vais vous lire et je vais peut-être changer mon avis. Mais j'en doute. C'est un défi. C'est lancé. C'est un défi. Moi, je passe à la catégorie si vous ne pouvez pas rivaliser avec eux, joignez le mouvement parce que Twitch a annoncé que justement, on allait de ce côté-là aussi s'inspirer de TikTok. Comme quoi, TikTok est partout.
et prévoit lancer un service de découvrabilité pour ses utilisateurs qui ressemble justement à ce que TikTok fait. Donc, on va proposer une espèce de fil de courtes petites vidéos extraites des streams ou des diffusions plus longues et plus détaillées des joueurs, surtout des joueurs, mais des gens qui sont sur Twitch. Il y a des podcasteurs aussi, il y a plein de monde là-dessus. Donc, on s'inspire de ça parce qu'on se dit, c'est un meilleur moyen, en ayant des petits extraits de tout ce qui se produit sur la plateforme, de découvrir des choses qui pourraient nous intéresser. Et je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, nous, on le fait avec les réseaux sociaux pour promouvoir notre balado. Alors, peut-être qu'on devrait se mettre à faire ça sur Twitch aussi, Pascal. Je n'ai jamais considéré l'option, mais ça pourrait être une façon d'élargir notre auditoire. On pourrait twitcher. On le fait pas systématiquement, mais on pourrait aussi TikToker davantage. Oui. On pourrait aussi Facebooker. Facebook pas pire, pas tant que ça. On n'utilise pas assez les médias sociaux. On devrait. L'idée, c'est qu'on veut pas justement devenir cette cohorte de commentateurs là, des réseaux sociaux, puis on le fait partout et nulle part en même temps. C'est ça notre stratégie. Et voilà. Venez nous écouter sur les plateformes de balado, c'est la meilleure place, définitivement. Voilà. Écoute, ce fut une rafale d'espresso très chargée. On va maintenant passer à l'allongé. Aucune idée. On va trouver un terme pour la suite. Mais aux vraies actualités, juste rappeler rapidement, parce qu'on le fait à chaque fois, que nos actualités sont présentées par InfoBref, qui est une infolettre, vous le savez, mais qui est aussi une balado, comme nous, que vous pouvez écouter le matin au réveil ou en prenant votre café. Ça vous résume l'essentiel des nouvelles en moins de 5 minutes. Allez voir ça. InfoBref se trouve soit sur infobref.com ou dans votre appli de balado préféré. Hein, quand même. Ça bouge chez Amazon. Pascal, qu'est-ce que cette technologie Just Walk Out dont tu veux parler? Écoute, tu en as sûrement déjà entendu parler. C'est une technologie qui permet d'entrer dans une boutique Amazon Fresh, de prendre tout ce que tu veux, le mettre dans ton sac, dans ta poche et de sortir simplement sans avoir besoin de passer à la caisse parce que des caméras et des capteurs ont détecté que tu avais pris des choses. Je me rappelle pas de son nom. Je l'ai essayé à Seattle quand je suis allé une fois. C'est vraiment très bien. Et voilà, ce qui est flyé, c'est que tu recevais un reçu en sortant du commerce. Donc, une fois que tu avais quitté, tu recevais dans ton téléphone un reçu de tes transactions. Et là, il semble qu'Amazon a décidé que non. Dans les épiceries plus grandes, les gens veulent avoir un compagnon intelligent pendant qu'ils font leurs courses. Non, mais je vais avec ma blonde, c'est comme ça que je règle le problème. Et voilà, quelqu'un, c'est ça. Écoute, ils vont remplacer le système Just Walk Out par des chariots intelligents qui s'appellent Smart Carts et qui vont te permettre de voir en temps réel le total de tes achats. Tu vas pouvoir sortir sans passer à la caisse, mais là, tu as ton chariot intelligent. Panier, on fait quoi avec le panier? On va jusqu'à l'auto avec le panier? On arrive, j'imagine, à la caisse, tu mets ça dans ton sac, tu pars. Je sais pas, honnêtement. Je trouve ça très, très rigolo. On va pouvoir continuer d'utiliser les services Just Walk Out dans les boutiques Amazon Go. Amazon Go, ce que je comprends, c'est plus des dépanneurs, des petites boutiques avec une sélection limitée d'articles. Ça va être aussi offert dans les petits magasins Amazon Fresh en Angleterre. En Angleterre, ils ont des plus petites boutiques Amazon Fresh. Et surtout, et ça me fait rire, Amazon va continuer d'offrir la technologie à d'autres détaillants. Donc, il pourrait avoir jusqu'à 120, on annonce qu'il pourrait avoir 120 autres commerces qu'Amazon qui se mettraient à utiliser les caisses Just Walk Out, le service Just Walk Out. Donc, eux l'enlèvent de leur épicerie de plus grande surface, mais l'offrent aux autres. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être qu'on va rentrer dans des dépanneurs couche-tard, Just Walk Out. Tu tapes ta carte de crédit, tu tapes ton truc, tu sors. On va peut-être avoir plus de paniers intelligents. J'avoue que l'idée n'est pas inintéressante d'avoir... mais en même temps, je trouve que c'est pas quelque chose qui t'incite à consommer. Il me semble que tout dans le commerce de détail, c'est pour t'inciter à consommer. Si tu vois le total de tes achats au fur et à mesure, je pense que les gens n'aimeront pas ça. Mettez des bébelles intelligentes dans les commerces et remplacez les caissières, les caissiers, mais faites baisser les prix. Parce que c'est pas comme si ça apportait un bénéfice quelconque au consommateur qui est toujours chargé de... Puis là, tout d'un coup, si on oublie de scanner un produit, on est considéré un voleur. C'est ça. On met la pression sur l'acheteur, c'est vraiment pas une bonne solution. C'est pas comme ça qu'on fait adopter une technologie. Si vous voulez mes 2 cents là-dessus, c'est ça. Et j'ai trouvé ça très drôle parce qu'en apprenant cette nouvelle-là, qu'elle a abandonné le service Just Walk Out, j'ai appris qu'il y avait des rumeurs comme quoi le service Just Walk Out, c'était pas de l'intelligence artificielle, des caméras compliquées puis des capteurs, c'était du monde en Inde qui regardait les caméras puis qui faisait le total pour toi. J'ai appris cette rumeur-là. Amazon a dit non, c'est pas vrai, c'est vraiment des capteurs et tout, sauf qu'ils ont dû tester le système. Et donc, oui, il y a des gens qui étaient engagés pour valider qu'est-ce que le système reconnaissait et entraîner le système. Encore une fois, on va peut-être apprendre dans quelques années que
Je sais que intelligent. Avant Amazon, Intel développait la même chose et avant Intel, c'était IBM et ça fait des années qu'on essaie et ça marche jamais. Donc, à suivre. Peut-être que quelqu'un va trouver un jour la clé de toute cette histoire-là. Toujours dans l'alimentaire, pour le dire comme ça, il y a Heineken, le fameux brasseur européen, qui a lancé un partenariat avec le détaillant américain Bodega. Donc, ça se passe aux États-Unis, mais ça a été fait, c'est présenté, en fait, dans le cadre de la semaine de la mode à Milan. Un téléphone qui s'appelle le Boring Phone, le téléphone plate, tout simplement, qui se veut un signal de Heineken pour dire aux plus jeunes consommateurs que la consommation a bien meilleur goût, évidemment, du côté de l'alcool, la consommation d'alcool, bien sûr, ça on le sait depuis toujours, mais aussi du côté de la consommation de ses activités en ligne via son mobile, parce que c'est un problème de plus en plus apparent. Donc, on a présenté un appareil, le Boring Phone, qui est produit par un fabricant européen, qui est HMD, qui veut dire Human Mobile Devices, qui, HMD, pendant un bout de temps, a produit des téléphones BlackBerry, si je me rappelle bien. Ça fait quand même quelques années. Là. Et Nokia, si je ne m'abuse, c'est pas eux possiblement qui ont Nokia, ouais, ça se peut très bien. Le téléphone a pour deux fonctions, envoyer et recevoir des messages textos et des appels, comme un bon vieux téléphone. Il est fait dans un plastique transparent, évidemment, blanc et vert, aux couleurs de Heineken. C'est un petit appareil qui va être vendu en édition limitée. Évidemment, c'est juste pour faire jaser plus que pour faire partir une nouvelle unité d'affaires dans l'électronique, là, du côté d'Heineken. On a lancé ça en disant, ben voilà, on veut que les gens décrochent un peu. Ils ont publié les résultats d'un sondage, Heineken et Bodega, auprès de ce qu'ils appellent des zilléniaux, qui sont un mélange, qui sont des gens, en fait, au croisement de la génération Z et des milléniaux, donc les plus jeunes adultes, selon qui 90% des zilléniaux disent que leur sans-fil gâche leur soirée quand ils sont en famille ou entre amis. 36% vérifient leur message texte leur courriel reçu du travail, donc leur messagerie professionnelle, alors qu'ils sont à l'extérieur du bureau, qui sont en train de manger avec des amis ou manger avec la famille, et 30% jouent à des jeux vidéo plutôt que socialiser dans des événements sociaux. Bref, il était prétend qu'on décroche un peu quand on est avec des gens, des humains, c'est quand même le fun de parler à ces gens-là. D'ailleurs, on dit que 22% des jeunes, des milléniaux, éteignent leur téléphone vraiment quand ils sont en société, ce qui est une bonne affaire. Il y a toujours le mode « ne me dérangez pas » qu'on n'utilise pas assez souvent, probablement dans ces situations-là, qui existent aussi. Donc, considérez ça, c'est toujours une bonne idée. Le Boring Phone est peut-être le téléphone le plus plate, le plus intéressant de l'année, disons ça comme ça. Pendant de parler, tu as un nouveau réseau social, toi, qui s'appelle AirChat, qui a été présenté récemment. Oui, j'ai trouvé ça, encore une fois, très, très drôle. C'est un réseau social où on enregistre ses messages avec la voix plutôt qu'en tapant pour les écrire. Ça, en partant, c'est particulier. Il y a une intelligence artificielle qui se charge de retranscrire le message. On assure que l'intelligence artificielle est très sophistiquée, permet un taux de reconnaissance de 100%. Et ensuite, les utilisateurs de la plateforme peuvent lire le message, comme on peut le faire avec Twitter, comme on peut le faire avec d'autres services, ou encore l'écouter en cliquant sur le lien. C'est compliqué pour rien, on pourrait juste enregistrer. On pourrait juste taper le message tout simplement, aussi, on peut juste s'enregistrer. On peut écouter le message, mais plus rapidement. Et donc, on peut choisir le débit un peu comme je le fais avec mes podcasts. J'écoute en accéléré 2 fois la vitesse sans problème. L'utilisateur peut se créer une photo de profil avec l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi se présenter soi-même quand je peux me présenter sous un avatar farfelu à souhait? C'est l'investisseur Naval Ravikant qui est derrière ça, qui a déjà investi dans beaucoup de services qui ont fait beaucoup de sous, là, des gros, je pense Facebook et compagnie, là, il a mis des sous là-dessus, qui a multiplié ses billes énormément. Pour l'instant, il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas donc il n'y a pas de publicité pour l'instant. Il teste le service et tout. Et j'écoute ça et je lis cette nouvelle-là et je me dis, mais attends un peu, il n'y a personne qui se souvient de Clubhouse. Là, quelqu'un va dire, Clubhouse, qu'est-ce que c'est ça? Ben, justement, Clubhouse. Une marque d'épices pour la cuisine. Oui, au Canada, c'est une marque d'épices. Clubhouse, c'est un service de réseau social vocal où là, tu devais écouter du monde parler au lieu de... Là, tu peux interagir, puis là, t'écoutais, puis là, c'était supposé d'être la grosse affaire. Ça a duré 3 mois, même pas 6 mois. Ça n'a pas duré longtemps. C'est en 2001, mais ça duré la pandémie en plus. Ouais. J'ai essayé d'écouter Clubhouse, puis... Ça n'a pas marché. C'était déjà un flop total. Alors, l'intérêt d'enregistrer son message alors que les gens sont capables de taper très bien, alors est-ce que tu veux vraiment entendre les bulles de cerveau de quelqu'un? Comment tu transcris un message clairement? La plupart des gens
J'imagine le message, là. En fait, je voulais vous parler, en fait, de ce que j'ai vu, du coup, écoute, ça va être horrible, les messages vont être épouvantablement, alors que quand on écrit, au moins, on peut se garder une petite gêne, écrire de façon mal transcrit structurée. C'est une barrière, définitivement. Là. J'ai très, très hâte de voir ça. Alors, après le grand succès de Clubhouse, AirChat, le réseau social où on parle et que nos messages sont transcrits, il semble que d'entendre la voix des gens permet de diminuer les conflits, les chicanes, ça élimine les trolls. Évidemment, personne va être capable de générer des voix électroniques pour faire des messages. AirChat, combien de semaines j'y donne? Pas beaucoup de semaines. Voilà. Il y a un site français qui, lui, existe depuis un bout de temps, qui est très populaire, plus qu'AirChat, sans doute. Ça s'appelle F-Movies. C'est vraiment, je veux dire, le rival pirate qui dérange et qui enrage Netflix et Disney+. Ça fait jaser depuis quelques jours, depuis quelques semaines aux États-Unis. Le site français F-Movies. Écoutez, c'est 160 millions de visites par mois sur ce site, qui est une espèce de site de diffusion de contenu vidéo, films et séries télé, gratuitement, ce qui est en théorie pas légal, parce que ça contient le droit d'auteur. Mais comme le téléchargement, et là je joue sur les mots, parce que la loi interdit la distribution, mais la consommation, elle n'est pas ciblée par la loi. Donc les gens se ruent sur le site F-Movies, surtout aux États-Unis. 40% du trafic de F-Movies vient des États-Unis. En mars, le site a enregistré 190 millions de visites. Et justement, presque la moitié venait des États-Unis. Selon le classement d'un site qui s'appelle SimilarWeb, c'est le 9e plus important service de streaming aux États-Unis, devant Disney+, devant Crunchyroll, qu'on connaît moins ici, mais qui est présent là-bas. Donc, c'est une des plateformes les plus populaires là-bas. Évidemment, les bonzes de l'industrie cinématographique américaine commencent à s'énerver un peu. On demande un système, une technologie, une solution pour bloquer au niveau juridique, mais au niveau technologique aussi, F-Movies, au moins aux États-Unis. Le problème avec le blocage, c'est que c'est une solution partielle, parce qu'on sait qu'on peut toujours déjouer avec un VPN, entre autres, le blocage, le géoblocage, je devrais dire comme ça. Donc, les gens aux États-Unis, en ce moment, des élus, mais aussi des représentants de l'industrie, se grattent la tête pour savoir ce qu'on peut bien faire. On dit, on pourrait commencer avec le blocage, mais toujours est-il qu'il faudrait trouver quelque chose de plus durable. Est-ce que le fait de bloquer 40% du trafic de F-Movies serait une solution ou une façon efficace d'endiguer le problème? On ne le sait pas. F-Movies dépend des revenus publicitaires pour faire de l'argent. Les gens de F-Movies, évidemment, ne sont pas extrêmement facilement accessibles pour commenter l'histoire parce qu'ils ne veulent pas se faire pincer, mais on imagine que si les revenus baissent à 40%, ça va rendre le service moins intéressant. Je veux dire ceci, on n'entend pas beaucoup parler d'F-Movies au Canada. Je pense pas qu'il y ait de mesures particulières, mais il y a des sites dans le genre qui ont été bloqués déjà dans le passé par les fournisseurs canadiens, donc c'est pas une mesure qui est impossible d'être implantée chez nous non plus. Mais ça relance la conversation. Hein. Quand il y a trop de services qui coûtent trop cher, les gens regardent pour une autre solution. Et dans ce cas-ci, on retourne vers le piratage. Donc clairement, c'est une tendance. On s'en tire pas facilement de ces tendances-là dans le numérique. Si je peux me permettre, je regarde F-Movies, j'ai cherché pendant que tu parlais. Je vois qu'il y a beaucoup de sites qui prétendent être F-Movies. Évidemment, le site, c'est un peu comme Pirate Bay. Ah oui. Pirate Bay change régulièrement d'adresse parce que leur site est bloqué, et ainsi de suite. Écoute, j'ai trouvé assez facilement un lien toujours à jour de l'adresse, mais encore une fois, si vous allez sur des sites pas propres comme ça, sur des sites dont la légalité est douteuse, attention où vous cliquez, ça a marché, ça marche, mon beau-frère l'utilise, puis il n'y a pas de problème. On ne sait jamais quand est-ce qu'il y a un virus, une cochonnerie, quelque chose qui va s'attraper en pensant cliquer sur F-Movies. Même si vous êtes un utilisateur qui pense savoir qu'est-ce qu'il fait, méfiez-vous de ces sites-là. Les gens visitent ces sites-là et ensuite appellent leur gendre et font comme « Mon ordinateur marche plus, mais j'ai rien fait! » Ça, c'est ce que vous avez rien fait, là, c'est ça. J'ai juste regardé le film, ça marchait d'habitude, là, ça marche plus. Voilà. Et puis, des fois, payer 20$ par mois, 30$ par mois pour des services, des fois 2 services Netflix et puis Amazon de le faire, en tout cas, définitivement. Ça coûte pas très cher, puis tu as la paix d'esprit, puis t'encourages des gens à créer du contenu légalement. C'est pas de mauvaise chose. On rappelle que c'est un site pirate, F-Movies, faut le dire. Voilà. C'est dit. Et ça met fin à nos actualités. On prend une courte pause, les amis, et on revient. On va parler de l'hébergement web. Il y a des choses à savoir, pas mal de fun. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans l'Internet canadien et québécois. Et on a les gens de Planet Toaster pour en parler avec nous. Restez avec nous à une tasse de tech.
De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue tout le monde à Une tasse de tech. Vous savez, on les présente depuis plusieurs semaines déjà parce que ce sont nos partenaires commanditaires, les gens de Planet Hoster, l'hébergeur québécois, qui a plusieurs nombreuses grandes qualités, entre autres, il nous a permis de transférer nos sites à moi et Pascal. Écoute, pour moi, je le dis tout le temps, ça a pris quelques instants entre deux parties de volleyball de ma fille qui avait un tournoi dans une école à Chambly, un truc comme ça, puis ça a vraiment bien été. J'ai tout fait ça sur mon iPhone. J'étais vraiment surpris parce que les fois d'avant, c'était compliqué de transférer mon site web, et pourtant, j'ai pas un gros site web. Mais bref, pour en parler encore plus, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le secteur général de l'hébergement, mais aussi sur l'Internet et comment on interagit, on consomme le contenu sur Internet. On a décidé d'inviter nos amis de Planet Hoster pour nous parler de ce qu'ils font, entre autres, parce qu'un hébergeur québécois, c'est quand même pas rien. Mais aussi des tendances dans le marché. On a avec nous Mina Shenouda, qui est le cofondateur et directeur de l'exploitation, et Violetta Potapova, qui est responsable marketing et partenaire de Planet Hoster. Bonjour à vous deux. Bonjour, messieurs. Une longue phrase, pour ça, il fallait que je prenne une petite respiration. Je suis désolé. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous. Je vais vous laisser parler parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, la première question qui était naturellement à mon esprit, c'était, mais qui sont donc les gens de Planet Hoster que j'étais un peu étonné qu'on ne soit pas rencontrés plus tôt. Vous êtes un hébergeur québécois. Je pense que vous êtes surtout plus connu en Europe parce que c'est là où se trouvent la plupart de vos activités. Expliquez-nous un peu d'où ça vient et où vous en êtes présentement comme hébergeur. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, merci pour votre confiance. Je suis content d'apprendre que l'expérience client Planet Hoster vous a plu. Avant de commencer, je voulais entamer un peu un petit thème qui est en lien avec la rapidité Internet, la performance, bien sûr. J'ai vu un excellent article de Monsieur McKenna. Ah oui, tu lis mes chroniques dans le journal, c'est sûr que voilà. Au devoir qui parle pour l'argent de mes lecteurs, effectivement, oui. Donc, effectivement, ça parlait de la performance Internet, puis c'est quelque chose d'important à comprendre avant de comprendre notre rôle en tant qu'hébergeur de données d'application. Mm-hmm. Donc, le premier élément, c'est que Internet, c'est un travail d'équipe hébergeur de données télécom. D'ailleurs, je lance une fleur à TELUS, qui est un pairing direct avec Planet Hoster. Qu'est-ce que cela apporte au client final ou au visiteur sur Internet? C'est que il obtient la route la plus rapide entre son ordinateur et nos infrastructures. Je lance aussi l'appel aux autres télécoms, c'est-à-dire ceux qui parfois font transverser des clients ou autres trafics vers d'autres villes et même des fois à l'extérieur du pays. Donc ça augmente la latence. La latence, c'est la durée qu'un paquet met entre nos infrastructures et l'ordinateur de celui-ci. Mm-hmm. Donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir une faible latence. Pour y arriver, il faut travailler avec les télécoms pour que ce soit le chemin le plus rapide. On peut innover le plus possible, on peut avoir des solutions très, très haute performance, mais si les télécoms traversent ou font passer le client par des chemins différents, c'est pas la bonne façon de procéder. Donc, c'est un très bel article, puis je voulais simplement mentionner que, effectivement, si jamais un jour on augmente les capacités, ça va être primordial d'avoir des points d'échange Internet locaux dans les villes, où sont situés les centres de données, les hébergements de données. Et effectivement, les télécoms ont aussi un rôle à jouer là-dessus. Donc, c'était ma petite parenthèse. Puis ça m'amène aussi à ce qui est de haute performance. Donc, nous, on a beaucoup innové à travers les dernières années. On a travaillé à revoir l'architecture, revoir les interfaces utilisateurs aux clients. On appelle ça N0C, ça c'est notre plateforme as a service, qui a évolué par la suite. On a aussi redesigné tout ce qui est espace client. Et maintenant, on finalise le projet de revoir aussi tout notre site web et l'offre de services. Effectivement, on est un peu coordonné mal chaussé en ce moment, c'est-à-dire que on héberge les plus beaux sites web de la planète, mais malheureusement, notre site web n'est pas le meilleur sur le marché actuellement. On va amener ça on sera jamais aussi bon que nos clients qui sont des experts qui ont un autre niveau. On va faire un beau travail pour mieux définir nos services. Ça amène aussi toute l'innovation qui a été effectuée, c'est pour affaiblir aussi notre empreinte énergétique. Donc, là-dessus, je vais laisser peut-être Violetta continuer avec les valeurs de Planet Hoster, mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit performance, c'est en lien avec l'innovation qui a été effectuée à l'interne. Peut-être Violetta pourrait nous dire quelle est notre mission et nos valeurs. Oui, ben c'est ça, mais tout simplement, je pense que on a été allé beaucoup plus loin qu'on pensait, parce que nous, on voulait savoir, vous êtes un hébergeur, donc vous êtes l'endroit où sont hébergées les données de vos clients. Si je vais sur un site comme pascalforget.com ou horizonmedia.ca, je crois que c'est ton site, Alain. Ben oui, merci Pascal. C'est là que les pages sont hébergées. Donc moi, quand je crée un site web, les gens s'imaginent que ça flotte dans les nuages.
faut que ce soit dans les disques durs à quelque part. Il faut que ce soit dans des serveurs à quelque part. Puis là, les types de disques durs, j'imagine, c'est plus des disques avec des trucs qui tournent. Là. J'imagine que c'est... Non, je vois Mina qui fait un... Non, c'est plus ça depuis longtemps. Mais c'est stocké dans des disques durs à quelque part. Fait que je dépose mes fichiers de mon site web chez vous, chez Planet Hoster, et là, vous chargez de diffuser ça au monde entier. Ça, c'est vraiment génial. Puis quand vous parlez d'économie énergétique, j'imagine justement que le type de serveur que vous avez, puis le type de disque dur que vous utilisez doit jouer là-dedans. Je pense que là-dessus, Violetta, tu peux peut-être compléter. Oui, oui, merci beaucoup. Alors, c'est sûr que effectivement, les innovations qu'on fait, c'est pas seulement pour le côté performance, mais c'est aussi pour le côté écologie, pour être éco-énergétique. Ça fait partie de nos valeurs. C'est pour ça qu'on est vert. Pas juste notre logo, mais aussi nos solutions. Voilà. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille beaucoup. Pour que nos solutions soient les plus sécuritaires, soient les plus performantes, et toujours dans l'esprit d'une expérience client 5 étoiles. Alors, ça, c'est vraiment la mission numéro 1, c'est la valeur numéro 1 qu'on a, c'est tout ce qu'on fait, toutes les solutions qu'on offre, c'est toujours en ayant notre client et ses besoins. On est toujours à l'écoute, on demande quelles sont les solutions que vous avez de besoin en ce moment, quelles sont les technologies peut-être que vous aimeriez voir, et on investit toujours pour pouvoir offrir ça à nos clients. Par la suite, on a toujours... Oui. Non, vas-y, j'allais faire une anecdote, puis je le ferai après, il n'y a pas de problème. Et par la suite, tout ça toujours en assurant le côté le plus sécuritaire, le côté confidentialité, la neutralité. Parce que oui, même si notre siège social est basé au Québec, on a une offre mondiale. On est dans le domaine de l'Internet, dans le domaine web. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas juste nous définir par rapport à notre localisation, mais on veut que les clients nous choisissent parce qu'on offre on a la meilleure offre sur le marché pour qu'est-ce qui est l'hébergement web, les noms de données et d'autres solutions qui s'en viennent aussi. Oui, l'enjeu environnemental est intéressant parce que je vais faire un lien avec ce que tu disais, Mina, tantôt pour commencer, parce que la chronique que j'ai écrite dans Le Devoir, je parlais de l'Internet haute vitesse et de la définition qu'ont les gouvernements aux États-Unis et au Canada de ce qu'est la haute vitesse. Chez nous, on considère que c'est la haute vitesse à partir de 50 mégabits seconde pour le téléchargement et 10 mégabits seconde pour le téléversement. Et si on parle d'Internet résidentiel, aux États-Unis, ils ont doublé ça. Donc, ils sont rendus à 100 mégabits et 20 mégabits pour la réception et l'envoi. Et une réponse d'un lecteur. Le lecteur m'a écrit ensuite, en fait, plusieurs lecteurs m'ont écrit parce que j'ai beaucoup de lecteurs, mais il y en a surtout un qui m'a écrit, qui me demandait ça. Est-ce que c'est pas justement juste du marketing, en fait? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir toujours plus de vitesse? Et au contraire, est-ce que c'est pas justement juste une façon de consommer ou de dépenser plus d'énergie pour rien? Et là, bon, évidemment, il y a plein de conversations qui existent autour de ça, mais il y a quand même des objectifs, des grands géants, les Google de ce monde, tout ça, ont des objectifs dans le temps de devenir carboneutre. Est-ce que c'est le genre de contraintes avec lesquelles vous travaillez aussi? Vous devez, j'imagine, rendre vos services plus performants pour offrir plus de puissance, mais aussi pour offrir peut-être une moins grande empreinte carbone par client que vous hébergez? C'est beaucoup de beaux sujets. On pourrait en parler pendant des heures. Je vais essayer d'être précis. On a des minutes. On n'a pas des heures, mais on a des minutes. Allons-y. Donc, je commence par ce qu'on a fait dans le passé et dans les dernières années. Dans le passé, bien sûr, au début, on parlait de un port 1 gig. Par la suite, on a parlé de port 10 gig. Maintenant, on parle plutôt de port 100 gig, ce qui permet d'offrir un rapport qualité-prix à nos clients. Côté performance, on a beaucoup des ports 100 gig maintenant et toute notre infrastructure réseau évolue en ce sens. Donc, nous, on est prêt à accueillir donc des interconnectivités avec les fournisseurs Internet pour soutenir la demande en lien avec la bande passante. Et par la suite, les fournisseurs Internet ont aussi des subventions pour amener ça dans les régions rurales. Effectivement, Internet, ça commence à être un peu comme l'eau et l'électricité, c'est très vital. Et effectivement, faire évoluer ça, c'est requis pour toutes les nouvelles applications. On parle aussi
Quand on parle du AI aussi, il faut que ça soit des faibles latences. Donc, c'est pour ça que je parle de peering direct dans nos infrastructures et on est disponible là, si par exemple les fournisseurs Internet souhaitent communiquer avec nous, ils peuvent m'ajouter sur LinkedIn, ils peuvent me rejoindre, on va mettre en contact, en relation, aucun problème. Le message est passé. On est prêt et c'est sûr que de plus en plus dans les nouveaux projets d'infrastructure qu'on entame, on priorise d'énergie renouvelable. Quand on priorise d'énergie renouvelable, on parle de solaire, aussi éolien, bien sûr l'hydroélectricité au Québec, on est très chanceux, mais dans d'autres localisations, on a moins de chance là-dessus. Donc le nucléaire, on essaie d'éviter un peu. Wow. On va essayer de se limiter là-dessus pour pas dépasser le temps encore. Non, c'est un bon point. Vous disiez tantôt, parce qu'évidemment, l'idée, c'est d'être le plus direct entre disons, l'accès par l'internaute et le serveur et le site hébergé. Est-ce que vous avez des serveurs qui sont physiquement situés un peu partout dans le monde? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Parce qu'on parle beaucoup de, vous savez, que les services cloud et les trucs AAS, là, as a service, il y a comme tout est aujourd'hui un service web. Au niveau de l'infrastructure chez vous, comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez faire ça d'un seul endroit? Il faut avoir justement une infrastructure déployée partout dans les autres pays et ailleurs. Mon site web, il est où? Est-ce qu'il est sur un serveur, sur 2 serveurs, sur 4 serveurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on discute avec vous? Mes données, mes gens sont principalement au Québec. Est-ce que je peux choisir où je mets mes données? Comment vous fonctionnez? C'est quoi les demandes des clients là-dessus? C'est sûr que je vous rassure. Vos sites web sont bien localisés au Québec. Wouhou! Yes! C'est une belle... Aussi, c'est sûr que le point numéro 1 par rapport à toute la latence, donc il faut aussi s'assurer que le fournisseur Internet passe le chemin le plus rapide entre votre connexion Internet et nos infrastructures et pas par une ville externe comme New York ou Chicago. Ça, c'est un aspect à considérer. Mais je pense que les fournisseurs Internet font un bon travail et ils vont le faire. Nous, nos localisations principales, c'est effectivement Montréal, Paris, Lausanne, donc Canada, France, Suisse. On ajoute aussi une 4e localisation très bientôt. Et ça fait partie de notre offre de service, donc c'est un avantage intéressant. Une fois qu'on commande un service, que ce soit de base ou avancé chez Planet Hoster, bénéficier d'un portfolio à travers le monde. Donc quelqu'un qui veut vendre en Europe peut le faire, quelqu'un qui veut vendre localement peut le faire, et vice-versa aussi, si l'Europe veut vendre localement en Amérique du Nord, c'est quelque chose de faisable. Juste faire une petite parenthèse en ce qui la différence de nos services qui sont Infrastructure as a Service, Platform as a Service, par rapport à une infrastructure ou une solution SaaS. Je donne un exemple, une solution e-commerce qui est très connue, je ne vais pas nécessairement nommer le nom, mais ça permet de créer une boutique en ligne. Cette boutique en ligne, vu que c'est une Software as a Service, eh bien, toutes les transactions qu'il y a sur le site web risquent d'être quand même regardées, analysées par ce fournisseur. Tandis que nous, on n'analyse aucunement les données, on ne touche pas, on ne les consulte pas, et c'est ça l'avantage d'avoir une plateforme as a service ou une infrastructure as a service. Aussi, on se distingue un peu par les infrastructures qui sont infogérées. Infogérées, ça veut dire que vous choisissez une solution chez nous et c'est prêt à un déploiement. Vous avez juste à installer votre site et c'est prêt. Tandis qu'il y a d'autres, donc on parle de serveurs bare metal ou on parle d'autres solutions. Oui, le prix est attractif, mais vous allez devoir tout faire de A à Z. Si vous partez en vacances, qu'il y a une mise à jour qui n'est pas faite, c'est un risque de vulnérabilité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui savent faire le travail. Ils nous choisissent quand même parce qu'ils veulent avoir l'esprit tranquille. Nous, on voit des correctifs à chaque jour, des mises à jour quotidiennes et très importantes pour la sécurité des données. Essayer de choisir l'entre-deux, entre le 100% WYSIWYG, le système s'occupe de tout, et celui qui demande 100% d'expertise, où il faut configurer le serveur et tout. Vous êtes vraiment dans le sweet spot entre la totale abandon du contrôle de son système et le total contrôle de son système. Comme ça, vous avez... Puis moi, c'est ça que j'ai constaté quand j'ai eu une modification à faire de mon site. J'ai pu le faire facilement, mais tout avait été fait dans votre belle interface, très, très simple. Fait que ça, je pense que c'est quelqu'un qui veut pas... quelqu'un qui dit « Moi, je connais rien là-dedans, je vais aller dans le 100% WYSIWYG. » Tu perds tout le contrôle. Si tu vas dans 100%, si tu dis « Moi, je vais essayer de l'apprendre puis de le développer », là, il faut configurer tout, faire ses mises à jour et tout. Entre les deux, c'est pas pire pour la plupart des entreprises, je crois. Si je peux ajouter, nous, on se renligne un peu plus vers le style Apple, c'est-à-dire un téléphone qui est un iOS. Oui, c'est un peu fermé, mais on vous assure une sécurité qui est adéquate. Là, c'est sûr que s'il y a des gens qui préfèrent aller vers un Android qui est jailbreak, où on fait ce qu'on veut, ben, c'est sûr qu'il y a un risque de performance, il y a un risque de vulnérabilité. Oui, on peut tout faire, mais je pense que notre rôle principal, c'est de donner une expertise pour réagir rapidement quand il y a des vulnérabilités critiques
On les voit dernièrement, surtout pour bien protéger les entreprises, les courriels, les données de tout le monde, et bien sûr respecter les lois en vigueur, que ce soit la loi 25, RGPD, et ainsi de suite. Ben, j'allais vous demander, parce que ça s'en vient, c'est en cours, là, c'est quand même un processus qui est assez long, l'application de la loi 25 au Québec, mais c'est un peu justement le RGPD, donc le registre de protection des droits, des données, en tout cas numériques, des gens à la sauce québécoise. Vous avez des activités en Europe, vous avez des activités au Québec, vous hébergez clairement des données, donc je ne sais pas si vous pouvez me dire, est-ce qu'un hébergeur a une responsabilité à travers la loi 25 envers ses clients? Où est-ce que vous vous situez par rapport à la loi 25 et comment ça change un peu vos activités, vous? C'est sûr que nous, nativement, on conçoit les solutions pour qu'on ne consulte pas les données de nos clients, qu'ils soient difficiles à consulter, que ce soit crypté. Donc, notre rôle pour fournir un service Infrastructure as a Service est un peu différent que le rôle d'une entreprise qui conçoit un Software as a Service ou une application. Okay. Donc, c'est deux distinctions à faire et c'est un avantage. Ben, clairement, ben oui. Moins de soucis pour vous, en fait. Pas nécessairement. On doit quand même accompagner les clients qui doivent concevoir ces solutions software as a service, parce qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser nos infrastructures pour offrir le service final. On les accompagne dans les meilleures pratiques, bien sûr. C'est sûr que la loi 25, il y a beaucoup d'interrogations, de questions par rapport à ça, mais nous, on avait quand même été conforme à la RGPD depuis 2015, ce qui fait en sorte que notre travail est beaucoup plus facile. On a quand même une bonne expérience par rapport à cela. La loi 25, je pense, quelques détails sont plus avancés que le RGPD standard, mais sinon, on est très conforme là-dessus. Puis, la nouvelle solution N0C est d'ailleurs conçue spécialement pour une meilleure conformité. Je donne un exemple. Tous les journaux, les logs, les registres sont effectués en parallèle. Donc, si jamais un jour il y a une vulnérabilité, ils sont pas modifiables, ils sont pas effaçables, ils sont pas... Donc, c'est des registres qui sont fiables pour des forensiques futures. Effectivement. Ben, j'allais demander, puis c'est bien que tu le dises. Donc, la loi 25 n'est pas 100% la même chose que la RGPD. Et ça, des entreprises qui font le raccourci, puis ils devraient peut-être pas le faire. Il y a des choses, notamment dans la gestion, je pense, des témoins, qui sont un petit peu différentes. Ça se peut-tu? Absolument. Je veux pas m'aventurer dans le côté légal parce que j'imagine qu'il y a des bons avocats, des bons juristes qui sont beaucoup plus avancés que moi. Donc, je vais pas m'aventurer dans le côté légal, mais effectivement, il y a des distinctions à faire. Je pense que c'est un standard sur Internet actuellement que les cookies, les éléments de ce type doivent être validés avec la possibilité de rejet. Mais là, c'est quelque chose c'est des détails qui sont plutôt légaux que d'autres invités meilleurs que moi pourront mieux vous répondre à ça. Ben, on parlera de la loi 25. De toute façon, on en a jusqu'à septembre prochain parce qu'elle est en train d'être mise en place. Et encore là, on en a pour probablement 5 ans avant de voir l'espèce de jurisprudence qui se bâtira là-dessus. Mais pour les gens qui ont un site web, les entreprises ou même les individus qui ont des sites web, un service comme le vôtre permet d'accompagner dans l'application, j'imagine, des différents pop-up et tout ce qui est nécessaire pour bien informer leurs propres visiteurs. C'est sûr que nous, notre rôle s'arrête un peu à la couche applicative. Donc, on gère l'infrastructure physique, on gère le réseau, on gère les vulnérabilités côté système d'exploitation, on gère contre les attaques des DOS, on gère beaucoup de choses. Notre responsabilité va s'arrêter un peu à la couche applicative, qui est un peu le CMS ou le système ou le ERP du client. Et c'est un peu le client qui va devoir être conforme à ces petits détails. Mais je pense maintenant, de nos jours, là, il y a des systèmes, des plugins qui s'installent facilement pour gérer les cookies ou gérer les pop-ups qui vont s'afficher. C'est quelque chose qui est courant et je pense sur Internet, en fait, les systèmes sont ajustés pour répondre à ces nouvelles lois ou réglementations. C'est important parce que justement, les entreprises doivent déclarer s'il y a une fuite, une faille provoquée par une attaque Internet. Et ça j'imagine, ça vous implique un peu aussi par rapport à ces choses-là. Oui, effectivement, il y avait, d'ailleurs, dernièrement, durant les dernières semaines, j'ai dû discuter avec une équipe légale d'un client qui avait des questions par rapport à ce qu'on faisait, comment on traitait cela. Et quand on fait bien la distinction entre un software as a service et nous, plateforme as a service, infrastructure as a service, il y a vraiment un gap qui est différent. Toutes les questions qui sont très, très légales, poussées, s'appliquent plutôt à software as a service. Donc, les grosses compagnies qui vont offrir ce type d'offres, c'est complètement différent que nous en général. On s'en rend pas compte. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les sites web qu'on voit moins passer. On travaille fort. On travaille fort pour que ça va métier. Exactement. Et comme c'est un service, vous êtes établi, vous êtes à Laval, si je me rappelle bien, vous êtes définitivement québécois. C'est quand même, faut le souligner parce qu'on a... C'est sûr que comme ma collègue Violetta l'a dit, on se définit pas par la localisation de notre siège social. On veut que le client nous choisisse parce qu'on offre la meilleure solution sur le marché qui répond le mieux à ses besoins.
On va tirer les avantages de chaque localisation où on est présent. Donc, la Suisse, on a beaucoup appris sur les précisions, les éléments qui sont très, très carrés. La France nous a apporté une certaine sophistication sur la culture et d'autres éléments. Puis, on utilise aussi le service client canadien qui est assez renommé un peu partout dans le monde. Donc, on ne veut pas se qualifier nécessairement québécois, canadien, français ou suisse. On veut apporter ce qui se passe dans le monde au complet dans nos solutions et offrir le meilleur à notre clientèle. Je vais poser une question à Violetta, peut-être Mina aussi, et je sais la réponse parce que j'en ai discuté avec elle, mais la réponse m'a surpris et m'a beaucoup fait rire et m'a rassuré en même temps. Si je voulais voir le disque dur dans lequel est stocké mes données, est-ce que je peux? Et sinon, pourquoi? Je trouve ça très drôle comme réponse. Je vais donner la question à Violetta, puis par la suite, je vais ajouter un complément d'information. Vas-y. C'est une très bonne question. Puis là, est-ce qu'on parle de le voir côté physique? D'aller visiter mes données. Disons, je voudrais entrer dans vos locaux puis voir le serveur dans lequel il y a mes données. Absolument impossible. C'est ça. J'ai trouvé ça génial. J'ai dit, hey, je peux-tu? Je suis journaliste, je peux-tu? Oui. Puis l'État a dit, non, tu peux pas. Et ça me surprend beaucoup. Puis là-dessus, c'est une donne. Tu sais, les gens se disent, moi, je veux contrôler, je veux vérifier et tout. Je trouve ça très drôle. Et pourquoi on peut pas visiter les serveurs, les installations? Je vais ajouter un complément d'information. Oui, une visite est possible. On peut signer une entente de confidentialité. Vous allez pouvoir voir l'infrastructure. Okay. Mais cibler un serveur en particulier ou un disque dur en particulier, c'est un peu impossible. Pour la simple et bonne raison, c'est que nos systèmes de stockage sont centralisés. On parle de erasure coding. Les données sont distribuées sur plusieurs infrastructures, non seulement pour apporter de la haute performance, de la haute disponibilité, mais aussi pour crypter les disques durs. Donc, retrouver les données dans l'infrastructure risque d'être une tâche ardue, volontairement, mais aussi pour des raisons de haute disponibilité, haute performance. Ben oui. Mais l'infrastructure de large, oui, c'est possible de la visiter. OK, mais il faut vraiment se faire bander les yeux avant et puis, comme tu dis, signer une entente de confidentialité. Vous voulez pas que les gens puissent entrer là-dedans et compromettre les données ou que quelqu'un arrive mal intentionné puisse affecter vos serveurs. Je pense que c'est le souci derrière. Évidemment, on veut pas que ça arrive, bien sûr, parce que ça fait partie de notre rôle d'offrir de la haute disponibilité, mais les infrastructures sont en réplication aussi, donc paralyser jamais. Donc, on n'est jamais parfait, bien sûr, que ce soit sécurité, infrastructure, on fait notre possible. Je dirais que c'est plus difficile de simplement affecter une zone physiquement. Dernièrement, les vulnérabilités ou les défis sont plutôt virtuels, je dirais. Et voilà. Il y a quand même, ils ont pensé à bien des choses, Pascal. C'est pas de les déjouer, c'est pas si c'est simple. Ça. Moi, je vais juste visiter, mais quelqu'un, oui, de mal intentionné pourrait faire ça. Et donc, je trouve ça le fun qu'on ne puisse pas amener des autobus scolaires d'enfants qui peuvent visiter les serveurs, mettre leurs doigts graisseux dans elle. Hey, il y a une lumière. C'est ça, hey, ça clignote. Pas une bonne idée. Et voilà. Excuse-moi, je trouve ça très drôle. Merci. Ben écoute, c'est super intéressant. Mina Shenouda et Violetta Potapova de Planet Toaster. Merci d'avoir été avec nous, c'est super intéressant, c'est vraiment c'est fascinant. En fait, on s'en rend pas compte, mais il se passe beaucoup de choses dans l'arrière-boutique d'Internet, puis c'est important de savoir quand même comment ça fonctionne un peu pour justement offrir de meilleurs services et avoir une meilleure expérience Internet. Donc merci d'avoir été avec nous. Merci. Ici, je peux juste me permettre d'ajouter un dernier petit point. Oui. Le fait qu'on s'en rend pas compte prouve le fait qu'on le fait bien. Oh! Parce que les choses qu'on ne réalise pas, tout le travail qui est fait en arrière, si c'est tellement bien fait que justement, il n'y a pas de problème qu'on rencontre, on ne voit pas. Alors, je pense que c'est la meilleure preuve qu'on a bien fait le travail et quand même l'expérience depuis 2007. Beaucoup de défis qui ont été surmontés et c'est là que justement on veut que l'expérience soit le plus facile, comme vous l'avez dit, dans la migration, dans juste aller sur notre site web et partir votre projet. On veut que ce soit fait le plus facilement et le possible pour le client. Donc, c'est mon expérience, effectivement, ça s'est très bien fait, donc c'est vrai. Merci. Voilà. Ben, merci d'avoir été avec nous. Nous, on prend une courte pause. On vient avec la suite de nos essais de la semaine à une tasse de tech. Restez avec nous.
De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une tasse de tech, la partie du balado, du podcast. Attends un petit peu. On dit une balado quand c'est l'émission, puis un balado quand c'est l'épisode. De mémoire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a comme la balado Une tasse de tech, le balado de cette semaine. Je pense que c'est ça, parce qu'il y a vraiment les deux dans la langue française. Évidemment, c'est pas un mot qui existe depuis 125 ans, mais l'autre jour, j'en parlais avec quelqu'un et c'est ce qu'on m'a dit. Je vous laisse déterminer ce que vous en pensez. Bref, nous sommes dans le segment de l'émission, c'est plus facile de dire même, où on s'amuse un peu. Pascal, tu as essayé des écouteurs pas mal le fun. Je vais juste faire une parenthèse avant que tu en parles. C'est des écouteurs dans la gamme Soundcore d'une compagnie chinoise, une marque chinoise qui s'appelle Anker, A-N-K-R. Tu parlais tantôt, ils sont associés de près à Amazon parce qu'effectivement, ils sont faciles à acheter sur Amazon. Si vous cherchez des produits pas chers, de qualité correcte, la gamme Anker est vraiment étonnante. Et je dis ça sans aucun intérêt de ça dans l'autre. Je suis ça vraiment neutre pour avoir essayé différents produits de bien des marques dans bien des catégories depuis bien des années. Et à chaque fois que je tombe sur un produit Anker, c'est une agréable surprise, je dirais cela. Et t'en as deux exemples, en fait. T'as deux écouteurs, deux casques d'écoute, deux paires d'écouteurs. Deux écouteurs bouchons, deux écouteurs qu'on met dans ses oreilles, des petits bouchons. J'ai contacté Anker parce que j'étais super intéressé par les Soundcore Sleep A20. C'est des écouteurs qui sont conçus pour être portés quand on dort, même si on dort sur le côté. Ils sont très minces, ceux qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez le voir. Ils sont très minces, s'insèrent dans l'oreille. Ça ressemble presque à des appareils auditifs. Ils sont vraiment petits. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on peut choisir plusieurs embouts extrêmement souples. J'en ai vu des embouts dans ma vie, là. Je pense que c'est le plus souple que j'ai jamais vu. Super confort. On peut les porter dans ses oreilles même quand on dort sur le côté, ce qui est mon cas. C'est un peu le successeur des écouteurs Sleep Buds 2 de Bose. Bose avait des écouteurs Sleep Buds qui faisaient sensiblement la même chose, sensiblement le même format, qui ont été abandonnés par Bose. Alors Anker, avec les A20 Sleep, permet de faire ça. Ce qui est fantastique, c'est qu'ils permettent d'écouter de la musique de son choix pour s'endormir, permettent d'écouter des podcasts quand on s'endort. Il y a beaucoup de gens qui s'endorment en musique, mais surtout, ils permettent de diffuser du bruit masquant. Ils n'ont pas d'annulation de bruit active. Ils sont des bruits masquants qu'on peut diffuser. Simplement en tapotant l'écouteur, on peut entendre des bruits de vagues, par exemple. Et ces bruits-là vont masquer le voisin qui rentre, l'auto qui passe. C'est plus que ça, ouais. Ça aide aussi à se défaire d'une obsession dans notre tête. Des fois, les gens ont de la misère à s'endormir parce qu'ils s'accrochent à une idée puis elle revient en boucle. Et le bruit, le white noise, là, ces bruits-là, ça aide à décrocher le cerveau. Exactement. Et donc, ça aide à s'endormir plus rapidement. Ça permet d'isoler les bruits ambiants. Donc, on va moins être réveillé. Son cerveau va s'habituer. Il y a des gens qui dorment avec des ventilateurs. Il y a des gens qui dorment avec des bruits très forts pour bien dormir, masquer les acouphènes. On va pouvoir choisir avec ses écouteurs pendant toute la nuit le bruit de son choix au volume de son choix et pas déranger le conjoint ou la conjointe. Je trouve ça super le fun. Je trouve ça vraiment agréable. La raison pour laquelle j'en parle pas tant que ça, c'est que j'ai découvert qu'ils sont pas encore officiellement sur le marché. Les Sleep A20, je les ai entre les mains, mais ils sont pas encore officiellement sur le marché. Ils sont en vente en ce moment sur Kickstarter. Et ça, Kickstarter, je suis pas un fan. Je trouve ça triste. Mais Anker est une compagnie réputée. Alors, vous allez les recevoir. Je suis pas trop inquiet. Ils sont en vente à environ 144 $ canadiens. L'application Anker ne les reconnaît pas encore. L'application Soundcore, plutôt qu'Anker, l'application Soundcore ne les reconnaît pas encore. Fait que j'ai pas accès encore à toutes les fonctions de choix du bruit masquant. J'ai pas accès à des options pour régler ça pendant la nuit, mettre une minuterie et tout. Mais si vous voulez dormir avec des écouteurs, les Soundcore A20, Soundcore Sleep A20 sont pour vous. Mais Anker, les coquins, quand tu dis qu'ils offrent des produits amusants et innovateurs, écoute, j'ai été très surpris. Ils m'ont envoyé les A30, les C30i. C30i. C'est comme une marque de voiture Volvo, là, c'est comme un modèle de char Volvo, je vais le dire comme ça. Exactement. C30i, c'est un petit coupé compact ou c'est des écouteurs à oreilles ouvertes. Écoute, les C30i ne se glissent pas dans les oreilles, ne se posent pas autour des oreilles, ne se posent pas par-dessus les oreilles. Ils se glissent
sur l'oreille, un peu comme des Bose a aussi d'oreille. des écouteurs comme ceux-là, en fait. C'est ça qui est étonnant, c'est que clairement, ils ont l'air de s'inspirer de Bose assez solidement dans ces... Ben, je sais, ils sont vraiment pas chers. Ils sont autour de, je crois, $100. On dirait que t'as l'air d'un jeune poncle, là. Oui, c'est ça. Ça me donnait l'impression d'une boucle d'oreille dans le cartilage de l'oreille, un peu dans le crunchy de l'oreille sur le côté. Très confortable, ça pince pas. Je l'ai fait essayer à ma copine qui a des oreilles beaucoup plus petites. Ça pince pas. Je trouve que le son est très confortable. Écoute, je suis sorti de chez moi, j'avais oublié de les enlever. Et ce qui est flyé, c'est que quand tu écoutes la musique avec évidemment, ça bloque pas le son ambiant. Il y a pas d'annulation de bruit. C'est vraiment très transparent. On peut parler à quelqu'un sans problème, continuer d'écouter sa musique. Ce qui est fantastique, c'est que tu n'as rien dans les oreilles. Il y a beaucoup de gens qui ont des irritations avec leurs écouteurs. On peut entendre ce qui se passe autour, voilà. Fait qu'à un moment donné, on a besoin d'une pause et on peut se déplacer comme ça avec rien dans l'oreille, entendre sa musique. Si jamais il y a un bruit, quand on fait de l'exercice, par exemple, ça tient très bien. On peut le clipper et ce n'est pas pincé. C'est très particulier l'effet. C'est pas pincé sur ton oreille, c'est vraiment glissé sur son cartilage. J'imagine que la plupart des gens, ça devrait fonctionner. J'ai essayé avec toutes sortes, j'ai pas essayé avec 50 personnes, mais si vous cherchez des écouteurs pour faire une alternative aux écouteurs à conduction osseuse, la compagnie Shox fait des écouteurs similaires qui sont à conduction osseuse. Dans ce cas-ci, on le pose sur l'oreille, un peu comme une boucle d'oreille punk, dans le cartilage. Et j'ai été très agréablement surpris. Ben, je sais pas pour ceux-là, mais Bose a des écouteurs dans le même format, dans le même design, et ils sont très pratiques pour courir. Si vous courez dehors dans la rue, et le problème quand on met des écouteurs puis qu'on court, c'est s'ils annulent le bruit, on n'entend pas les voitures, les vélos, les gens autour, et ça peut devenir dangereux. Eux, ils ont l'oreille ouverte, et les Shox dont tu parles sont aussi des écouteurs, justement, que des gens qui courent beaucoup aiment porter parce que c'est ça, on entend l'environnement autour de soi. Et je pense que ce design-là est plus pratique pour courir. Oui, mais je suis très, très surpris. Ils sont pas faits pour l'immersion, ils sont faits pour résister à la sueur et à l'eau s'il pleut. Essayez ça, ils sont pas très chers, ils sont une centaine de dollars. C'est les C30i de Anker. Vous pouvez les commander sur Amazon. Je vais sûrement faire un billet là-dessus. Je trouve que le form factor est super intéressant et le prix est très bon. Évidemment, pour les deux écouteurs, on s'entend pas là on s'entend que les audiophiles vont pas apprécier ceux qui veulent aller chercher toute la. Mais pour écouter de la musique d'ambiance, un podcast sur la terrasse, écouter de la musique relax. La chose à savoir, c'est avec les C30i, si j'écoute ma musique à un bon volume et qu'on est dans un endroit silencieux, les gens autour vont entendre. Ben oui. C'est pas assourdissant, c'est pas terrible, mais si on écoute sa musique à fort volume, les gens à côté, dans les endroits bruyants, les endroits silencieux, excuse-moi, vont entendre. Dans un endroit bruyant, ça se perd. Personne ne va entendre autour. Ben oui, effectivement. Merci Pascal. Merci à toi. Soundcore a des enceintes Bluetooth aussi pas mal. Oui, ils ont plein de beaux appareils. Regardez ça, Anker, Soundcore, surprenant, pas cher et vraiment bien. De mon côté, je suis allé revisiter la maison connectée parce que c'est un sujet qui, c'est pas le sujet de l'heure, mais ça fait des années qu'on en parle. Il y a beaucoup d'appareils connectés, il y a notamment les îlots chez Hydro-Québec. Et il y a plein de protocoles qui existent, de normes ou de façons de connecter tous ces appareils-là ensemble vers un hub centralisé où on peut ensuite les jumeler avec soit Alexa, Siri ou l'assistant Google, ou en tout cas peu importe ce que vous voulez de ce côté-là. Et il y a une compagnie qui a créé récemment un pont, je veux dire deux ponts, parce qu'il y en a un de base, on a déjà parlé il y a un certain temps, il y a quelques mois, qui est le Homey, H-O-M-E-Y, et là, plus récemment, ils ont lancé le Homey Pro. Donc, pour version, pas nécessairement professionnelle, mais la version améliorée du Homey tout court. C'est un appareil qui, ma foi, corrige beaucoup des défauts de la maison connectée. Donc, déjà, à la base, ça vaut la peine d'en parler. C'est un appareil qui, je vais juste parler au niveau physique pour commencer, est par ailleurs très élégant et très le fun parce que lui-même n'a pas besoin de se connecter nécessairement par un câble Ethernet, un câble réseau au routeur de la maison. Il fonctionne avec Wi-Fi 5 GHz, donc la version rapide du Wi-Fi. Mais si vous avez besoin, vous pouvez aussi acheter un port USB-C et Ethernet qui fournit de l'alimentation, mais aussi le réseau. Et il y a seulement qu'un trou dedans. Il y a vraiment juste un port, c'est le port USB-C pour l'alimentation. Donc, c'est vraiment... Et ça incarne vraiment toute la logique derrière cet appareil-là. C'est qu'on a voulu faire ça simple et efficace, mais quand même polyvalent. Physiquement, donc, c'est gros comme...
Une grosse rondelle de hockey. C'est une grosse puck. Une grosse puck. C'est pas très énorme, mais il y a une petite bande lumineuse multicolore qui tourne. C'est le fun, c'est joli. Ça se glisse dans l'endroit où vous avez vos appareils, vos hubs peut-être. Et ça vise à remplacer les fameux ponts. Vous savez, le pont quand vous avez des ampoules Philips Hue, quand vous avez des produits Zigbee et ainsi de suite, ben vous pouvez, en théorie, dans la plupart des cas, jumeler les appareils à ce hub-là et enlever tous les nombreux autres gadgets qui sont branchés, eux, dans votre routeur, probablement par Ethernet, parce que la plupart ne sont pas Wi-Fi. Donc, ça règle un problème pour ceux qui empilent les gadgets comme ça dans leur cabinet, dans leur petite étagère où se trouve leur routeur Internet. L'appareil de base est compatible donc avec du Wi-Fi. Donc, les appareils connectés par Wi-Fi, tout simplement, sont compatibles, se connectent par le câble Ethernet, est compatible aux appareils qui se jumellent par Bluetooth, par infrarouge. Quand même, ça prend une vision directe, faut pas le faire n'importe comment. Les protocoles Z-Wave plus Zigbee Matter, qui est l'espèce de super protocole créé il y a un an par à peu près tout le monde dans l'électronique pour dire tout le monde va utiliser le même protocole et ce sera Matter. Bon, mais il est prêt pour ça, il est compatible. On n'est pas encore rendu au point où ça s'applique parce que la théorie c'est ça, mais la pratique c'était encore. On est tellement pas rendu là. Et dans son cas, lui, le Homey Pro peut aussi avec une mise à jour qui va s'en venir, prendre en charge les appareils Thread. Et là, j'ai un peu oublié la nuance entre Matter et Thread, là, mais il y a comme une certaine notion d'évolution dans l'application, dans le contrôle des appareils connectés qui est prise en charge. Donc, cet appareil-là est non seulement prêt pour maintenant, mais il est aussi prêt pour le futur, parce que le problème avec les appareils connectés, c'est que ça évolue d'une année à l'autre, puis on n'arrive jamais avec la version où on a comme tout sur la même patente. Et ça serait ma phrase dans le québécois officiel. Première affaire du Homey Pro, contrairement au Homey tout court, il ne demande pas d'être abonné et de payer chaque mois un montant pour qu'il fonctionne à 100%. Tout ce qui est dessus fonctionne dessus tout le temps, 100%, sans problème, pour un seul et modique prix, qui n'est pas du tout modique, mais qui est le prix d'achat de l'appareil, qui est de 550 $. C'est un plus pour un moins, parce que 550 $, c'est quand même beaucoup d'argent, on va se le dire. Mais ça évite d'avoir à payer le fameux 25 $ ou 30 $, je ne sais pas combien de dollars par mois ensuite pour avoir accès au protocole plus évolué. Je vais vous dire ceci, c'est hyper facile à l'utiliser. Pour les gens qui veulent une maison connectée ou qui ont déjà des gadgets un peu dépareillés et qui veulent simplifier l'affaire, ça se fait bien avec l'appareil parce qu'on le branche et tout se passe ensuite dans une application mobile. Il y a des choses qu'on peut faire par interface web, mais tout se passe par l'application mobile. Donc, il n'y a pas une affaire qu'on fait sur le téléphone, puis après, il faut aller sur l'ordinateur pour faire le reste de la patente. Tout se fait sur l'application. Chaque appareil est considéré comme une application. Chaque appareil des marques, en fait, c'est qu'on les trouve pas nécessairement par la marque, on les trouve par le protocole de connexion. Donc, ça permet aussi de comprendre qu'est-ce qui est quoi à la maison. Donc, les ampoules, les thermostats, pas nécessairement les caméras, mais les gugus, là, les serrures, ce que vous voulez, se jumellent sur l'appareil. Et ça permet ensuite de gérer des automatisations. Ça veut pas nécessairement dire qu'on va voir l'image d'une caméra quelque part. Ça veut dire qu'on va pouvoir déclencher des choses, des actions basées sur des actions qui sont déclenchées ailleurs. Et on peut le faire. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut le faire d'un appareil à l'autre à travers les protocoles, à même le Homey. C'est-à-dire que si on a des choses qui normalement se parlent pas entre elles, une sonnette, une ampoule, une enceinte et un thermostat, je sais pas pourquoi, mais bref, mettons que vous vouliez jumeler une enceinte et un thermostat, il serait possible de le faire avec ce service-là. On peut installer aussi le fameux service IFTTT, If This Then That. Oui, ça c'est le fun. En rajouter, mais c'est le même principe au niveau des applications. Tout ce protocole, ce service, cette mise en relation d'appareils, ils appellent ça des flux dans l'application Homey, et tout ça est intégré et se fait très facilement. Il y a une vaste quantité d'appareils et de marques qui sont intégrés d'office qui sont reconnus, je devrais dire, d'office par l'appareil, par Homey Pro. Mais il y a quand même une façon d'aller chercher de l'information parce que la plateforme de Homey est ouverte. Si vous avez moi j'ai des ampoules ici d'un fabricant canadien, québécois même, qui s'appelle Smartica, qui ne sont plus vraiment très bien supportés, mais de mémoire, c'est un protocole Zigbee et je peux aller les chercher à travers leur protocole pour les intégrer dans Homey Pro et enlever le pont Smartica qui n'est plus nécessaire parce qu'il n'est plus vraiment supporté par le fabricant. Donc, ça permet justement d'aller chercher des appareils qui sont pas, que vous vous demandez, coudonc, c'est-tu encore, fonctionnel, cette patente-là? Ben, vous pouvez les jumeler la plupart du temps, à votre concentrateur, à votre pont, et vous pouvez continuer à les prendre en charge plus longtemps que ce qui était peut-être prévu par le fabricant. Donc, ça, c'est une façon de sauver des sous. Et si jamais vous le trouvez pas, il existe une énorme communauté de développeurs, assez étonnant, je vais vous dire, de gens qui utilisent cet appareil-là et qui créent du contenu, ou qui créent soit des tutoriels ou carrément des façons de jumeler ensemble des appareils, sur cette plateforme-là.
De ce côté-là, ça ressemble beaucoup à ce que il existe des serveurs logiciels qu'on peut mettre sur un ordinateur personnel. Là, Home Assistant et Homebridge sont deux exemples de logiciels qui font à peu près la même chose. Mais eux, ils demandent d'avoir un ordinateur allumé en tout temps à la maison parce que ça fonctionne sur un ordinateur. Ça peut être aussi un serveur réseau, un disque réseau compatible, mais eux aussi coûtent pas mal plus cher. Et cet appareil-là, il n'a pas de disque dur, n'a pas de stockage, n'a pas de fonction comme ça, mais il fait quand même la même job. Et à mon avis, de façon pas mal plus facile à installer, à contrôler et à gérer ensuite. D'ailleurs, ses principales forces, c'est qu'il est très facile à installer et à mettre en route. Et son catalogue de gadgets est quand même assez impressionnant. La liste de protocoles que je vous ai cité en entrée de jeu, vraiment, je n'ai pas vu de hub qui en offre autant. Même les hubs logiciels, évidemment, n'ont pas les protocoles parce que ça prend quand même les composants, les antennes et tout ça. Donc, de ce côté-là, c'est assez bien. Et les automatisations qui se programment très bien et fonctionnent après ça autant comme on veut. Et comme tout ça est regroupé à un seul endroit, on n'est plus après à se casser la tête et savoir dans quelle application j'ai créé telle automatisation ou est-ce que, tu sais, ma lumière allume, pourquoi donc? Est-ce que c'est... Il n'y a plus de casse-tête parce qu'on centralise tout. C'est pas parfait. Je disais tantôt, ça remplace le pont des Philips Hue. Ben, des fois, oui, des fois non. Donc, il faut peut-être des fois aussi garder des ponts, mais ça va enlever la plupart des ponts, des petits appareils que vous utilisez, là, qui sont pas nécessaires. Mais si vous avez, par exemple, j'ai une serrure Auguste avec le contrôleur Wi-Fi, celui-là, j'en ai encore besoin, il disparaît pas. Donc, il y a des cas comme ça où c'est variable. Donc, ça, c'est peut-être une limite. Et évidemment, faut avoir une maison, faut en avoir des gadgets là pour justifier $550 pour cet appareil-là. Parce que ça fait pas tout. Ce qui serait le fun, c'est qu'on puisse l'utiliser pour, entre autres, gérer, par exemple, la bibliothèque musicale pour créer une espèce de service centralisé ou des choses comme ça, créer une médiathèque. Mais on n'est pas encore là du côté de Homey. Bref, je pense qu'on a fait 80% du chemin sur cet appareil-là pour la maison connectée, mais il reste encore le 20% que si pour vous, l'important, c'est ça, donc la gestion des contenus multimédia puis des choses un peu plus avancées, ben, on n'est pas encore tout à fait là, mais je vais dire ceci. C'est un très bon pas dans la bonne direction. Il est à peu près temps que quelqu'un le fasse, et là, c'est cet appareil-là qui le fait, le Homey Pro. Donc, si vous êtes du genre maison connectée, c'est à considérer. C'est peut-être pas 100% ce que vous avez besoin d'avoir, mais c'est quand même 80% probablement. Écoute, je regarde vite sur le site de Homey. Nanoleaf, Philips Hue, Spotify, Sonos, Aquara, Fibaro, Ikea, Tradfi, Google Chromecast, vous pouvez tout contrôler ça. Quickset, les serrures, ça c'est seulement les plus populaires. Il y en a beaucoup d'autres. Si jamais vous en avez envie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me parlent? INNR, Tractive, Twinkly, GE, Brighton. Je connaissais même pas cette gamme-là. Vous avez tout ça avec votre Homey Pro. Voilà. Il y a une version gratuite. Je vois qu'on peut juste installer l'application puis voir le contrôle, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, mais ils ont le logiciel comme le Homebridge, comme ces applications-là, mais il y a les limites basées sur les protocoles qui ne sont pas nécessairement compatibles avec un ordinateur. Donc, si vous êtes curieux, c'est peut-être une façon d'explorer l'interface gratuitement. Puis sinon, on peut acheter le Homey Pro. Ben, on en a parlé, le Bridge de base, qui est beaucoup moins cher, mais qui demande après ça un abonnement mensuel pour en profiter. Donc, moi, je suis peut-être juste assez vieux pour pas aimer ce modèle d'abonnement mensuel, parce qu'on s'abonne à tout de nos jours, puis ça devient fatigant, puis ça coûte une fortune. Ouais, puis il y a plus de fonctions dans le Homey Pro, là, beaucoup plus d'options. Oui. Ben, maintenant, entre autres, vous n'avez pas dans le Homey de base. Et voilà. Yes. Merci, Alain. Merci, Pascal. Fais le tour, merci nos partenaires. Oui. TELUS, Planète Oster, merci pour l'entrevue. Hello Darwin, merci à Jovaco aussi, le groupe Cogeco, Claude Hébert, la mise en onde, Jean-Christophe Ouellette qui s'occupe aussi de la mise en onde, PascalForget.com, on peut me suivre, on peut me lire, on peut me regarder. Mon site est hébergé par Planète Oster. Alain Mécana, on peut te lire entre autres dans Le Devoir. Oui. Et un peu partout. Allez me lire en fin de semaine, j'ai des bons papiers. J'ai vraiment une grosse fin de semaine de super articles, là, donc ça vaut la peine, je vous le dis. Vous allez aimer ça. Vous allez être content. Sinon, ben, écrivez-moi et dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé ça. Et nous engagerons la conversation. Au pire, on s'enverra des messages vocaux et on partira notre propre réseau social. Exactement, avec la nouvelle application là, qui permet de prendre le Mec Chat. Le Air Chat. Non, moi j'ai créé mon propre réseau et je l'appelle le Mec Chat. C'est encore meilleur. Le Mec Chat, le Mec, oui, Mécana. Merci. Si tu faisais mec dans le sens de monsieur, d'homme. Mec Chat. OK, exact. D'accord. Peut-être que si vous êtes fin, je vais vous donner un Mec Muffin. Voilà. Ça, c'est une autre compagnie, puis c'est vraiment autre chose. Je vous laisse penser à tout ça, déballer tout ça dans votre tête, et moi, je vais clairement faire une sieste parce que je suis rendu là. Et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée. Nous, on repart à la chasse des nouveaux gadgets et on se voit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.
23.